C'est le moment que vous attendiez tous. Aujourd'hui, je suis tombé sur cette petite pépite de plus de 2 heures. Et pour vous, je me suis farci l'intégralité de l'entretien 2 fois pour en extraire les meilleurs moments. Vous allez voir, c'est passionnant. Décroissance, nucléaire, numérique, minerais, pétrole, éolien, solaire, Amazon, déforestation, réchauffement climatique, fission nucléaire, bref, tout y est. Si vous voulez faire un tour d'horizon des connaissances actuelles et des choses à faire en matière d'écologie pour éviter, ou plutôt réduire, la catastrophe qui va arriver, vous êtes sur la bonne vidéo. C'est parti. Du coup, est-ce que pour décarboner à l'échelle de la planète notre économie, est-ce que le seul chemin, c'est celui de la décroissance? Je pense que c'est quelque chose qu'on ne va pas réussir à éviter. Et en fait, quand on regarde les flux physiques, c'est quelque chose dans lequel nous sommes déjà en Europe depuis 2007-2008, c'est-à-dire le passage de l'approvisionnement, enfin du maximum de l'approvisionnement pétrolier. Si on regarde les flux physiques, de quoi je parle? Je parle par exemple de la quantité de mètres carrés qu'on construit en Europe, qui est passée par un maximum en 2007 que nous n'avons plus jamais atteint depuis. Je parle des tonnes chargées dans les camions, qui sont passées par un maximum en 2007 et qui n'a pas été atteint de nouveau depuis. Je parle éventuellement de la production industrielle, ce qui signifie qu'en fait la décroissance, on ne s'en rend pas compte, mais on est déjà dedans. Alors quand je dis on ne s'en rend pas compte, les élites urbaines comme nous s'en rendent pas compte. Après, il y a une deuxième chose qu'il faut bien voir en ce qui concerne les ressources métalliques, c'est qu'il y a un cercle, alors je ne sais pas si je dois l'appeler vicieux ou en tout cas d'asservissement, entre l'énergie et les métaux, tout simplement parce qu'avec le temps, la teneur en métal des minerais baisse. Et ça veut dire qu'il faut de plus en plus d'énergie pour produire une tonne d'un métal donné. Pour vous donner un exemple, si ma mémoire ne me fait pas trop défaut, dans les premières mines de cuivre qui ont été exploitées dans le monde, et notamment la mine de Rio Tinto, qui a donné son nom ensuite au groupe minier éponyme qui se trouve en Espagne, je crois qu'au début de l'exploitation minière, il y avait de l'ordre de 15 à 20% de cuivre en poids dans le minerai. Aujourd'hui, la teneur moyenne en cuivre en poids dans le minerai des mines exploitées dans le monde, c'est 0,4%. Et donc on est descendu de 20 à 0,4. Et il y a un mouvement général de baisse de la teneur en métaux de toutes les mines qu'on exploite dans le monde. Merci beaucoup. Est-ce que, si je reprends ce que vous venez de dire en prospectif, ça veut dire que un réinvestissement de la filière nucléaire ou bien à technologie constante ou marginalement évolutive, si on prend les EPR, ou à technologie différente avec les neutrons rapides ou très différente avec la fusion, on ne gagnerait qu'en confort à nouveau, mais pas en indépendance? Alors, stricto sensu, on ne gagnerait toujours pas en indépendance parce que, par exemple, pour faire une centrale nucléaire, il faut du chrome, on n'a pas de chrome en France, il faut du cuivre, on n'a pas de cuivre en France. Donc, c'est toujours pareil. Si on veut être strict sur les termes, non, on ne gagne pas en indépendance. On a toujours besoin d'un fournisseur étranger. Mais on gagne en confort. On gagne en confort et on gagne en quantité. Alors, en ce qui concerne le cuivre, si mes derniers chiffres sont exacts, parce qu'il y avait un document de l'Agence internationale de l'énergie qui donnait ça, il me semble que le rapport entre le solaire et le nucléaire, c'est de l'ordre de grandeur, c'est plus de 10 sur la quantité de cuivre par kilowattheure produit. Donc, dans un cas comme dans l'autre, si on veut faire du décarboné, on est moins dépendant si on fait du nucléaire que si on fait un système solaire. Donc, stricto sensu, développer la filière nucléaire, je le répète, c'est pas être indépendant, puisqu'on a toujours besoin de fournisseurs de métaux étrangers, c'est être moins dépendant au niveau des métaux que d'autres options. Dans les trois choses que vous avez citées, alors il y en a une qu'on peut exclure tout de suite, c'est la fusion. La fusion, mes enfants seront morts, que ce ne sera toujours pas quelque chose qui va changer la donne de façon significative dans l'approvisionnement électrique décarboné. Je voudrais quand même rappeler que ITER, aujourd'hui, c'est un dispositif qui a seulement pour objet de produire un peu plus d'énergie avec la fusion du plasma que l'énergie qui a été nécessaire pour mettre le plasma en chauffe à quelques millions de degrés. Par ailleurs, ITER ne comporte aucun dispositif électrogène, et je ne sais pas si aujourd'hui on sait faire un dispositif électrogène avec du rayonnement gamma et des neutrons, puisque c'est essentiellement ça qu'on va récupérer d'un réacteur à fusion, alors que dans un réacteur à fission, on récupère de l'eau chaude, c'est quand même un peu plus simple. Donc, donc ITER, on oublie, ça ne va pas changer grand-chose avant que les gens dans cette salle ne passent de vie à trépas. En ce qui concerne la 4e génération, pour moi, c'est le gros déterminant du fait qu'on ait un nucléaire, entre guillemets, durable à l'avenir ou pas. Le nucléaire qu'on exploite aujourd'hui exploite, comme vous le savez probablement, un isotope très minoritaire de l'uranium 235, qui est présent à environ 0,7% dans l'uranium naturel. Les quantités récupérables d'uranium sur Terre, en ordre de grandeur, font que si on voulait remplacer, toujours sur Terre, si on raisonne CO2,
une fraction significative des centrales à charbon mondiales par de l'uranium, enfin par du nucléaire, il n'y a pas assez d'uranium-235 pour que ce truc-là flotte pendant des siècles. Hein, il n'y en a pas assez. Donc il faut absolument, si on veut que le nucléaire soit durable, passer à la 4e génération, qui, elle, est capable d'exploiter soit l'uranium-238, soit du thorium. Et il faut le faire dans pas trop longtemps, parce que pour démarrer ces réacteurs de 4e génération, on a quand même besoin du seul matériau fissile qu'on trouve sur Terre, qui est l'uranium-235. Donc le jour où il n'y a plus d'uranium-235 du tout, c'est évidemment caricatural, hein, mais pour bien faire comprendre, on ne peut plus démarrer de réacteurs de 4e génération. C'est plus possible. Est-ce que si la France passait à la 4e génération, on augmenterait notre indépendance? Oui, on serait capable d'exploiter les stocks d'uranium-238 qu'on a accumulés, très bien, mais en fait, ça ne change pas grand-chose dans le panorama d'ensemble, parce que, je le redis, on continue à avoir besoin d'importer d'autres métaux pour construire les réacteurs, etc. Et le poids de l'uranium dans l'affaire n'est pas quelque chose d'absolument fondamental. C'est toujours bon à prendre. Mais l'argument premier pour passer à la 4e génération, il n'est pas qu'on a accumulé des stocks d'uranium-238 en France, il est qu'à l'échelle mondiale, j'ai envie de dire, c'est le seul nucléaire qui puisse être réellement durable. En ce qui concerne les énergies renouvelables, la France, elle est avec un trio de tête qui ressemble beaucoup à ce qu'on a dans le monde, puisque les 3 premières énergies renouvelables dans le monde sont, alors, sous réserve de ce que j'ai dit en ouverture sur la déforestation, d'abord la biomasse. C'est la première énergie renouvelable qu'on utilise dans le monde. Ensuite arrive l'hydroélectricité, c'est-à-dire l'exploitation des fleuves. Et en 3e arrive l'éolien. Les perspectives pour ces différentes énergies renouvelables sont assez différentes. Alors en ce qui concerne le bois, c'est conditionné par l'évolution de la forêt. Or, notre forêt, elle va être mise à mal par le réchauffement climatique, à conditions climatiques stabilisées. C'est-à-dire si demain matin le réchauffement s'arrêtait, on a quand même 10% de la forêt française qui va mourir. Dans un monde à 2 degrés, on se rapproche plutôt de 40 ou 50%. Après arrivent les nouvelles énergies renouvelables, alors arrive l'éolien. Les limites sont que, comme ça exploite une énergie relativement diffuse, parce que l'air, c'est pas très dense, voilà, donc dans E égale 1,5 de MV2, donc dans un mètre cube d'air en mouvement, il n'y a pas beaucoup d'énergie cinétique. Et donc il faut construire beaucoup d'éoliennes pour récupérer des quantités significatives d'électricité. Et ensuite, le vent n'est pas toujours régulier en permanence. Et une éolienne, il faut savoir que sa puissance dépend du cube du vent. Donc si vous divisez la vitesse du vent par 2, la puissance électrique fournie est divisée par 8. Ce qui veut dire que, et quand vous regardez à l'échelle de l'Europe, même avec l'interconnexion de toutes les éoliennes européennes, l'ensemble du parc éolien européen peut descendre à 2, rarement, mais il y a quelques moments dans l'année où il descend à moins de 5% de la puissance installée pour l'ensemble de l'Europe. Donc on ne peut pas avoir un système qui est purement éolien. Et même en rajoutant du solaire, qui est un peu contracyclique par rapport à l'éolien, parce que vous avez plutôt de l'éolien l'hiver, quand il y a peu de soleil, et plutôt du soleil l'été, quand il y a peu de vent, donc vous avez deux systèmes contracycliques, enfin un peu contracycliques, l'ensemble des deux ne permet toujours pas d'avoir un approvisionnement garanti. Donc, ces énergies-là, elles ont comme limite une limite en emplacement, il faut avoir beaucoup d'emplacement, et une limite en matériaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisqu'elles sont beaucoup plus intensives en métal. Donc c'est des limites qui sont plutôt physiques, à contrario des limites du nucléaire, qui sont plutôt des limites de compétences et de consensus, j'ai envie de dire. La limite côté nucléaire, elle est plus du côté de la volonté humaine. La limite côté nouvelles énergies renouvelables, elle est plus du côté des barrières physiques. Je ne suis pas en train de dire que la volonté humaine, c'est une limite qui est plus simple à franchir. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle peut être beaucoup plus compliquée. Vous avez fait beaucoup de critiques, et je les entends, c'est pas une critique de la critique, mais qu'est-ce qu'on peut faire, vous, à notre place, qu'est-ce que vous prendrez comme option technique, sachant le panel de technologies que maîtrise la France? La réponse, la réponse longue, elle figure dans les travaux qui ont été faits par le Shift Project sur la façon de faire évoluer le parc de bâtiments et la mobilité. Quand on regarde où sont les usages du pétrole en France aujourd'hui, en fait, on a trois grands usages trois usages importants, on va dire. Il y a un usage dans la mobilité. L'essentiel du pétrole va dans la mobilité des marchandises et dans la mobilité des personnes. Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait remarquer que si demain matin, il y avait une voiture sur 3 seulement qui était capable de rouler en France, eh bien, tout le monde gueulerait, mais en attendant, on arriverait à s'organiser quand même. Alors que si demain matin, il y a seulement un camion sur 3 qui roule en France, on a un tout petit sujet d'approvisionnement alimentaire. Donc, là, il y a 30% des camions en France qui transportent un truc qui se mange. Donc, le pétrole, il sert d'abord à ça, il sert ensuite un peu au chauffage, et enfin, il sert un peu dans l'industrie, et dans l'industrie, son usage le plus précieux est comme matière première,
pour faire de la chimie organique, laquelle chimie organique va se retrouver absolument partout, dans les vêtements, dans les bâtiments, dans les détergents, dans, j'ai envie de dire, les biens intermédiaires qui servent à toute l'industrie à l'aval. Si je fais court dans les conclusions, il va falloir faire avec moins de voitures, parce que l'énergie, c'est un demi de MV2, donc quand on déplace 1,5 tonnes de métal, ma foi, on a besoin d'une certaine quantité d'énergie, et si on n'a plus le pétrole, les énergies alternatives, que ce soit l'électrification, les agrocarburants, etc., ne permettront pas de conserver en France 40 millions de véhicules particuliers comme on les a aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement un drame, simplement il faut pouvoir s'organiser en conséquence. Non, ce n'est pas nécessairement un drame, et de toute façon on va devoir faire avec. Donc je confère ce que j'ai dit tout à l'heure à la question sur la croissance. Donc après on peut taper du pied et se rouler par terre, mais ça ne changera strictement rien. Je le redis, moi je suis là pour vous faire part de faits physiques. Les faits physiques, c'est qu'on va en avoir moins, et qu'avec moins, on aura moins de voitures. Alors après, on peut s'organiser, encore une fois, en faisant en sorte que ce ne soit pas un drame, ou on peut ne rien faire, et si on ne fait rien, à ce moment, ça sera un drame. C'est ça qui va se passer en fait. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on sera privé, il y a des gens qui vont être sortis du jeu sans avoir vu le coup venir à l'avance. C'est exactement ça qui va se passer. Il va falloir également s'occuper du transport des marchandises. Et là, c'est exactement pareil. Il y a une partie du fret qu'on peut électrifier sur autoroute ou sur grands axes en hybridant les camions et en les électrifiant. Il y a une partie du fret qu'on peut basculer sur le ferroviaire. Il y a une partie du fret qu'il faut arrêter de déplacer. Je ne pense pas aujourd'hui que... Si aujourd'hui on arrêtait les livraisons sous 24 heures par un GAFA que je ne nommerai pas, je ne sais pas si la population se suiciderait. Je ne suis pas complètement persuadé. Donc il y a un certain nombre de choses. On peut tout simplement y renoncer sans que ce soit dramatique. Ce qui va être ennuyeux, c'est pour les gens qui y travaillent. Donc en fait, si on doit renoncer à une activité, la vraie question, c'est pas tant le drame pour le consommateur, parce qu'il y a un certain nombre de choses pour lesquelles je pense qu'on y arrivera encore à peu près, c'est le drame pour les gens qui y travaillent. Donc en fait, il faut planifier ce genre de truc et il faut le faire avec un préavis suffisant pour que les gens puissent trouver quelque chose qui les intéresse ailleurs. En ce qui concerne le transport aérien est né avec le pétrole et mourra avec le pétrole. Là, quand on regarde les alternatives technologiques, il n'y en a pas une qui est à l'échelle de façon raisonnable. Si on devait, je vais juste vous donner un exemple sur les agrocarburants. Le pétrole aujourd'hui consomme 8% du pétrole mondial. L'avion, pardon, consomme 8% du pétrole mondial. Si je transformais en agrocarburant les 4 premières cultures végétales dans le monde, qui sont le maïs, le riz, le blé et le soja, intégralement en agrocarburant, j'aurais en gros un quart du pétrole mondial. C'est-à-dire que j'aurais 3 fois ce que consomme l'aérien. Donc on oublie les agrocarburants pour promener des riches en avion. On oublie quoi. Et ces choses-là, encore une fois, moins on les anticipe et plus ça sera désagréable. Comment est-ce qu'on fait en sorte de limiter les usages ? En le décidant. Rien ne nous empêche, en théorie, de militer à l'Europe, puisque maintenant c'est l'Europe qui a la compétence, pour qu'on limite le poids des véhicules neufs vendus. Il n'y a pas de limite physique à ça. Il y a juste une affaire de volonté. Il faut bien voir que quand on augmente les usages, en fait, ça augmente l'activité économique sous-jacente. Et quand on a comme prisme de lecture premier, quoi qu'on fasse, le prisme économique, en fait, on va assez rarement chercher à limiter les usages, même quand il s'agit de fumer, quand il s'agit de manger et de boire trop sucré ou trop gras, etc. On ne va pas limiter les usages. On en fait même de la pub. Donc en fait, dès lors qu'on prend les activités sous l'angle économique, il y a un mécanisme qui se met en route, naturellement, qui est de pousser à l'inflation des usages, parce que c'est ça qui pousse à l'inflation de l'activité. Donc ça veut dire que si on veut en sortir, ça renvoie au débat qu'on a eu tout à l'heure, il faut qu'on accepte de changer la hiérarchie des indicateurs. J'ai toujours la même opinion en ce qui concerne la pertinence de remplacer du nucléaire par des ENR. Ça, j'ai toujours dit que c'était un truc qui servait à rien, et je continue à penser que ça sert à rien. Après, délibérément, je dis bien délibérément, je pense que ça sert à rien et que ça a été une perte de temps et d'argent. Est-ce qu'il faut faire que des EPR2 pour remplacer le parc actuel ? Je ne le crois pas. Personnellement, j'ai envie de dire la solution qui aurait ma préférence, c'est de mettre le paquet sur le développement de la 4e génération, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est à 15 ans de pouvoir disposer, si on se met entre guillemets en économie de guerre, qui est un terme que j'utilise parfois, on est à 15 ans de pouvoir disposer de modèles déployables, et à ce moment, on fait la jonction
avec des EPR, le temps de pouvoir commencer à déployer de la 4e génération. Et dans l'intervalle, c'est évident que aujourd'hui, la seule option qui reste, donc aux Français de décider quelque part, si on veut plus d'électricité, même si elle n'est pas pilotable, c'est de rajouter des moyens ENR dans les 10 à 15 ans qui viennent. Il n'y a rien d'autre à faire. Parce que ça va quand même plus vite de rajouter une éolienne que de rajouter un réacteur. Avec les ENR, la difficulté est dans le système. Donc elle n'est pas dans l'objet. Faire une éolienne, c'est pas compliqué. Par contre, faire un système qui repose majoritairement sur des sources non pilotables, ça c'est tellement complexe que personnellement, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à y arriver. Alors, après, il y avait tout un tas de trucs sur le nucléaire. Allez, les délais, je pense que j'y ai répondu. Voilà. Sécheresse, c'est un problème de production, c'est pas un problème de sûreté. En fait, comme vous le savez probablement, quand on met un réacteur à l'arrêt, parce que, pour Dieu sait quelle raison, vous avez besoin, pour le maintenir en conditions froides, d'un millième de l'eau dont vous avez besoin en fonctionnement normal. Donc si jamais vous n'avez plus assez d'eau, le risque que vous courez, c'est le défaut de production, mais vous ne courez pas un risque pour la sûreté. Alors le risque en défaut de production, il existe pour tous les modes qui dépendent de l'eau. Donc il existe pour les centrales nucléaires, il existe pour les centrales thermiques, alors accessoirement on n'en veut plus non plus. Il existe aussi pour l'hydroélectricité, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, une anecdote marrante, je ne sais pas si vous le savez, mais la plus grosse centrale nucléaire américaine fonctionne sans mer et sans rivière. Elle fonctionne avec les eaux usées d'une ville. Donc ce qui lui sert de source froide, c'est les eaux usées d'une ville. La question des déchets, alors c'est une question qui est très importante dans le débat public, c'est-à-dire quand on regarde de quoi les gens ont peur quand il s'agit du nucléaire, les déchets c'est quelque chose qui arrive assez haut dans l'ordre de priorité. Et alors c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas du tout raccord avec la hiérarchie des nuisances quand on regarde tout ce qu'on bazarde dans l'environnement. C'est-à-dire que quand on regarde tout ce qu'on bazarde dans l'environnement, le CO2, les phytosanitaires, les particules fines, etc., en fait, les déchets nucléaires, pour moi, alors, ça va peut-être faire sauter en l'air quelques personnes dans cette salle, mais c'est vraiment du deuxième ordre. Enfin, c'est tout petit. Il y en a quelques-uns. Alors évidemment, c'est des franches saloperies, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est confiné, etc. Et de très loin, l'option préférentielle, c'est de les mettre dans un trou et de les oublier. C'est exactement ce que les Suédois ont décidé de faire. Je considère que le retraitement est une bonne idée parce que ça permet de concentrer le volume qu'il y a à stocker derrière de façon très importante. Et puis ça permet de récupérer un certain nombre de choses qui sont récupérables dans les assemblages usés. Par contre, il me semble que la réversibilité du stockage, je sais qu'il y a des gens qui y tiennent beaucoup, personnellement ça ne me semble pas crucial. Il y a un stockage non réversible qui s'est fait de façon tout à fait naturelle il y a 2 milliards d'années dans une mine d'uranium au Gabon, à Oklo, où des réacteurs sont apparus spontanément. Il y a le détail dans quelques-uns de mes ouvrages, si ça, je peux vous donner les références, ça vous amuse. Et donc les déchets qui ont été produits à l'époque, c'est-à-dire des produits de fission qui ont été produits à l'époque, en fait ont très peu migré par rapport à l'endroit où ils ont été formés. Et c'était il y a 2 milliards d'années. Donc je suis pas du tout inquiet quant au fait que si on les met dans une couche géologique profonde, on est capable de mettre du pétrole et du gaz sous pression qui va rester là pendant des millions d'années. Et pourtant c'est fluide et c'est à haute pression. Donc dans une couche géologique appropriée, on peut très bien mettre quelque chose de solide, c'est-à-dire des colis vitrifiés, et pas être très inquiet sur le fait que tel zébulon, ça va nous sauter à la figure 50 ans derrière. Dernière chose qu'il faut savoir sur les déchets, c'est que les produits de fission, au bout de quelques siècles, sont revenus au niveau de radioactivité de l'uranium initial. Ouais, le sens de ma question est... moi, quand je regarde bout à bout les éléments rationnels et dont vous faites, y compris état dans un certain nombre d'écrits, je n'aboutis pas à la même conclusion. Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de mettre bout à bout les choses. Et c'est pour ça que je vous posais la question sur les 15 années, le réchauffement climatique, et sur l'incertitude, quelque part, du développement de la technologie que vous mettez en exergue dans les options et que vous défendez, de fait. Et donc, c'est ça qui m'interroge réellement sur pourquoi cette croyance, quelque part, totale dans le fait que le nucléaire sauverait le climat, ce qui, moi, me paraît antinomique. Mais c'est un peu ça, voilà. C'était le sens de ma question. Ça m'intéresse quand même, votre réponse. Alors, si vous avez bien lu ce que j'ai écrit et dit, je n'ai jamais dit que le nucléaire sauverait le climat. Jamais.
J'ai toujours dit que le nucléaire n'éviterait pas la décroissance, toujours. J'ai toujours dit qu'il ne serait pas à l'échelle pour remplacer les combustibles fossiles, toujours. La seule chose que je dis, c'est qu'il fait partie des amortisseurs de la décroissance. Et dans cette catégorie-là, je considère qu'il a un certain nombre d'avantages physiques qui font que c'est une bonne idée d'en faire autant qu'on peut, sachant qu'autant qu'on peut, ça ne sera jamais des montagnes de toute façon, parce qu'il y a des limites temporelles et de compétences sur son déploiement. Il fallait, dans un monde imparfait, et qui va malheureusement l'être de plus en plus, hiérarchiser nos possibilités d'action et choisir en premier là où la balance avantage-inconvénient est la plus intéressante. Or, je fais partie des gens qui ne croient pas que pour des raisons physiques, on ira jusqu'au bout des scénarios de déploiement des énergies renouvelables diffuses, électriques, intermittentes. Donc les 3 adjectifs sont importants. Enfin bon, bref, il y a un certain nombre de conditions et je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc, or, le système nucléaire, on y est déjà arrivé une fois en France. Donc on a fait la preuve qu'au moins on y est arrivé une fois. Donc c'est exactement l'image qu'on utilise dans le monde sans fin. Ça fait partie des parachutes de secours. Mais vous savez, un parachute de secours, c'est un truc dont vous n'avez pas envie de vous servir, hein. Déjà, vous avez dû sauter de l'avion parce qu'il était en flammes, et en plus le parachute dorsal ne marche pas. Donc, voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui, à tout prendre, présente des avantages supérieurs à ses inconvénients. Voilà, c'est ça mon opinion, en ayant bien regardé. Voilà. Donc moi, ce qui m'inquiète, voyez-vous, c'est ce numérique qui est sur la pente ascendante, qui augmente de 9% sur un an. Et bref, ce numérique risque de devenir insoutenable pour la planète, puisque c'est un gouffre énergétique, un grand consommateur de matières premières. Donc le secteur du numérique génère autant de gaz à effet de serre, plus de gaz à effet de serre que l'aviation, que vous avez souvent cité. Et d'ici 2050, on nous dit qu'à ce rythme, elles représenteront 35% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, que pensez-vous, Monsieur Jancovici, de ce développement exponentiel, de ces tweets et retweets futiles, inutiles? Pensez-vous qu'il ne faudrait pas, aujourd'hui, réfléchir à responsabiliser, voire à réguler l'usage du numérique? Alors, de numérique. Vous avez raison, j'ai mauvaise conscience. Bah oui. Alors le numérique, je vais d'abord le relier au thème de cette commission. C'est un domaine dans lequel nous n'avons aucune souveraineté. Aucune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour payer mes impôts, je dépends des GAFA. C'est-à-dire la fonction la plus régalienne de l'État, qui est de lever l'impôt, a été confiée aux GAFA. J'ai besoin d'un ordinateur, j'ai besoin d'un système Internet, qui n'est pas opéré. J'ai besoin d'un système mondial de télécommunications. Tout ça, il n'y a plus rien dans cette affaire qui relève de la souveraineté française. Bon. Ce qu'on vient de faire sur la 5G est, de mon point de vue, un abandon supplémentaire de souveraineté, puisqu'on va obliger les Français, enfin on va inciter, pour être plus exact, les opérateurs français à s'équiper avec des tas de composants de réseau qui ne sont pas fabriqués en France. On va inciter les Français à changer de smartphone pour des appareils qui ne sont pas fabriqués en France. Donc c'est quelque chose qui est tout ça pour regarder Netflix dans le métro. Enfin, je ne suis pas complètement convaincu. Et pour avoir Tinder qui marche mieux. Du reste, au moins Free est honnête dans ses campagnes de pub. Donc l'opération du genou de Madame je sais pas quoi en Creuse, là, en fait non, c'est pas à ça que ça va servir. Donc on est clairement aujourd'hui dans ce que j'appelle l'ébriété numérique. Alors, avant de savoir si la première chose à faire est de fermer le compte YouTube de Jancovici, ce qui est une option, puisque comme ça, on se dit, bah oui, ça supprimera de la pollution numérique. Ça, bon. Alors pour le moment, je fais ce que je peux en disant, regardez, en très basse définition. Mais bon, c'est clair que j'y participe aussi, hein, donc ça est une question pour moi aussi. Il y a quand même alors si on repart du début, hein, l'empreinte carbone du numérique aujourd'hui dans le monde, c'est à moitié fabrication des équipements, à moitié opération des équipements. Dans les équipements, vous avez tous les écrans connectés là qui sont autour de cette table, enfin autour de cette salle, pardon. Vous avez les ordinateurs, vous avez les smartphones, vous avez les composants de réseau, voilà, ça c'est et les serveurs. Et l'opération de ces équipements, donc l'électricité, c'est l'autre moitié. Ce qui tire aujourd'hui extrêmement fortement, donc vous avez raison de me chatouiller sur YouTube, ce qui tire aujourd'hui extrêmement fortement la croissance du trafic du système digital mondial, c'est la vidéo en ligne. Hein. Alors, les gens qui font du streaming, la Netflix en tête, YouTube est un gros pourvoyeur également de trafic data, le porno est également un gros pourvoyeur de trafic data, et après vous avez toutes les vidéos du petit dernier qui fait areux que les gens s'envoient. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on limite l'inflation de tout ça ?
Alors, il y a quelques suggestions qu'on avait faites à l'époque au Chiffre Projet. On avait proposé à l'ARCEP que les licences octroyées aux opérateurs soient faites sous condition de maîtrise de l'empreinte carbone. Il faudra probablement, c'est toujours pareil, à partir du moment où on veut limiter un usage, il n'y a que deux options, hein, c'est les quantités ou les prix. Et au Chiffre Project, on est un peu plus communiste, donc on préfère les quantités que les prix. On pense que c'est plus égalitaire de limiter par les quantités que de limiter par les prix. Il va clairement falloir se poser la question. Et par ailleurs, aujourd'hui, la débauche d'équipements qu'on est en train d'utiliser pour des usages totalement récréatifs, le métaverse, etc., dont je ne suis pas complètement convaincu qu'ils vont aider à faire pleuvoir ou à se sortir un peu mieux de la situation qu'on est en train de décrire ici, c'est autant de composants qu'on ne pourra plus mettre dans des choses qui, aujourd'hui, sont indispensables au fonctionnement quotidien de notre société, avoir des banques. Aujourd'hui, les banques, c'est quoi? C'est des électrons et des ordinateurs. Hein. C'est ça, une banque, aujourd'hui. Hein. D'accord, sans électronique, ça n'existe plus, une banque. Hein. Si demain matin, on devait revenir au billet de banque et au comptable sur feuille de papier, le système explose. Bon. Il me semble que ça justifierait également des investigations un peu plus approfondies de l'enceinte dans laquelle je me trouve, de se pencher sur qu'est-ce qu'on fait en termes de stratégie numérique dans ce pays, à part céder à la fascination devant le gadget. Et je suis désolé de le dire à votre groupe, notre président en tête. Hein. Bah, oui, on a quand même tous vu au Consumer Show là, de Las Vegas avec des lunettes virtuelles, etc. Enfin bon, je dis, c'est pas un secret d'État. Hein. Après, il y avait un sujet sur la sécurisation des sites, enfin la question des accidents sur les sites. Alors, un accident est toujours possible. C'est clair qu'il faut vivre avec cette idée. Hein. Moi, en sortant d'ici, je peux me faire renverser par un camion. Donc, un accident est toujours possible. La question, c'est est-ce que, compte tenu des avantages que nous offrent les dispositifs non accidentés, on est prêt à courir le risque de l'accident? Et le risque de l'accident aujourd'hui, le plus important, c'est le risque de panique en fait. C'est pas tellement le risque, c'est pas tellement le dommage physique lié à l'accident. C'est le fait qu'aujourd'hui, le nucléaire, encore une fois, j'ai jamais percé complètement les raisons de tout ça, engendre des réactions qui sont disproportionnées par rapport à la cigarette, par rapport à la circulation routière. Mais voilà, quand on regarde les risques qu'on court, en fait. Qu'est-ce qui se passe en cas d'accident sur un réacteur à eau pressurisée? Le plus probable, c'est qu'il se passe la même chose que ce qui s'est passé à 3 Mile Island, c'est-à-dire que vous perdez le réacteur à l'intérieur de l'enceinte de confinement, point. Qu'est-ce qui se passe si vous avez un conflit? Alors à ce moment, le vrai problème, c'est est-ce que l'accident, enfin la vraie question, c'est est-ce que l'accident va rajouter de façon massive des dommages par rapport aux dommages du conflit? C'est ça la question. Donc la question, c'est s'il y a un accident à Zaporizhzhia, est-ce que ça change significativement le bilan de la guerre en Ukraine? Et la réponse est malheureusement non. Voilà. Donc quand il y a un dommage à une installation parce qu'il y a eu guerre, le vrai problème c'est la guerre. C'est quand même ça le vrai problème. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Bon. Après, vous avez des tas de manières de faire plein de morts avec des dommages aux installations de production électrique et du reste dans la convention. J'adore les guerres avec convention, moi. Je veux bien que tu me tues, mais d'une certaine manière seulement. Normalement, on ne porte pas atteinte aux centrales nucléaires quand on se fait la guerre, mais on ne porte pas non plus atteinte aux barrages, figurez-vous. Et or, si vous voulez faire beaucoup de dégâts très rapidement, il vaut beaucoup mieux dézinguer les barrages que dézinguer les centrales nucléaires. Si on faisait sauter le barrage de Vouglans en France, ça mettrait 6 mètres d'eau place Bellecour à Lyon. Je peux vous assurer que ça ferait plus de morts que... Bon. Donc c'est quoi la bonne réponse? En fait, elle tient dans un mot que je n'ai pas prononcé jusqu'à maintenant, qui est pédagogie. L'époque va probablement demander que votre métier comporte plus qu'avant le fait de faire la pédagogie des problèmes. Alors je sais bien que pour un élu, normalement, on fait la pédagogie des solutions. Mais non, mais de temps en temps, je pense que vous n'allez pas couper au fait de faire aussi la pédagogie des problèmes. Et la seule manière d'y arriver, c'est de vous en imprégner vous-même, hein, c'est-à-dire d'être vous-même capable de maîtriser à peu près les sujets sur le plan technique. Hein. Il faut bien voir aussi qu'à l'avenir, le changement climatique va peser sur les rendements agricoles. La décrue de la disponibilité fossile va peser sur les rendements agricoles, puisque en fait, quand on mange aujourd'hui, on mange du pétrole et du gaz. On mange du pétrole dans la mécanisation des engins de transport et dans les transports amont et aval, j'en ai parlé tout à l'heure, et on mange du gaz dans la fabrication des engrais azotés, qui sont faits avec du gaz. Bon. Donc dans la décrue, on mange également des engrais qui sont importés de très loin, des phosphates et de la potasse, c'est de l'exploitation minière. Hein. Donc et on mange enfin du pétrole pour les phytosanitaires. Bon. Avec la décrue de tout ça, vous savez que la mécanisation, les phytosanitaires et les engrais ont multiplié le rendement céréalier en France par 5
en 30 ans après-guerre. C'est évident que dans un monde avec un climat plus hostile et avec moins de combustibles fossiles disponibles, on va avoir une partie du chemin inverse qui va se faire.